12 janvier 2010, Haïti, pas de droit oublié. Environ 300 000 personnes perdent la vie. Plusieurs centaines de milliers d'autres blessés. Sans compter 1,5 million les autres qui obligés à le vivre en battante. 5 années après, qui ça qui fait pour remettre le pays à camper? Est-ce que Haïti paraît jodi pour empêcher petit li mourir si une autre catastrophe même genre arrivé? Sa nouvelle télésignal là a aidé à répondre à question ça yo ak l'autre encore dans une série émission avec reportage et spécial qui a passé sur chaîne 56 là lundi 12 janvier 2015. 12 janvier 2010, personne pas gen doit oublier. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je nous ai annoncé ça, série émission spéciale, Télésignal a proposé dans le cadre de 50 tremblements de terre 12 janvier 2010, nous avons continué. Kounia, dans l'édition ça, nous allons parler relogement, relocalisation. Côté monde qui était en battantio, 1,5 million de monde après ces qui étaient recensés. Côté yo, est-ce que gagne toujours, est-ce que tantio toujours existé? Nous allons voir ça avec 3 invités. Émission en ligne de parties. En première partie, côté nous allons gagner avec nous Emmanuel Deris, qui est officier national opération dans l'OIM. Et puis, Camille Chalmers, qui est économiste, directeur exécutif, plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA. Bonjour, comment nous y Bonjour. Bonjour, Michela. Donc, comme dit dans la deuxième émission, on a toujours Camille Chalmers avec nous, mais il y a accompagné de Clément Bélizier, qui est directeur projet 16-6, dans une CLBP qui lui-même a préoccupé de relogement. Donc, M. Chalmers, Mme Deris, comment nous bien? Très bien, merci. Donc, nous avons dit tout à l'heure, nous allons parler de relogement. Dernier chiffre que M. le président Martelly a avancé sur le plateau TV5, c'était 40 000 personnes qui en battent toujours. Pourtant, l'autre chiffre, autour de 80 000 personnes. Qui chiffre pour nous, Kembe? Je dis dans l'émission ça. Et qui est-ce qui baille chiffre ça? Comment nous entendons nous sur? D'accord. Donc, OIM lui-même, dans le cadre d'intervention qu'il a fait en Haïti, et dans le cadre d'implication dans les clusters coordination et gestion de camps, fait implémenter les DTM, qui c'est en français, c'est matrice de suivi du déplacement, qui c'est un outil multisectoriel et un outil de suivi de population déplacée que nous avons implémenté depuis 2010 jusqu'à maintenant. Et de façon régulière, sur base trimensuelle, et information ça yo mis à jour de façon à ce que nous cabaye information sur population qui vivent dans le camp toujours. D'après DTM qui est fini en décembre 2014, il y a 105 camps qui sont toujours ouverts en Haïti, donc ça veut dire dans la zone métropolitaine et dans certaines communes dans le sud et dans le sud-est, donc qui correspondent à environ 21 218 ménages et 79 397 individus. Donc, environ 80 000 individus toujours été dans le camp déplacés en Haïti 5 ans après le séisme 2010. Donc, M. Chalmers, secteur droits humains, c'est le même chiffre ça a servi? Non, nous pensons que le chiffre ça est largement sous-estimé parce que gagner des camps que le gouvernement a demandé pour retirer dans le calcul-là, notamment Canara. On connaît que Canara, c'est effectivement un camp de déplacés qui n'a pas fait partie du calcul-là. D'une estimation, on parlait de 200 000 personnes qui vivent dans Canara. Ça doit faire 280 000 personnes. Au moins. Sans compter que gagner et le fait que en pile de solutions que ce n'est pas des solutions durables, c'est des solutions qui permettent, par exemple, à louer un caille, mais après un an, ils ne pas sortir dans la misère hier, donc il y a une capacité pour continuer à payer ça. Donc il y a une possibilité qu'il y ait des retours vers des camps ou bien constitution de nouveaux camps, compte tenu de ce que c'est des solutions qui ne sont pas durables et c'est des solutions qui ne peuvent pas vraiment attaquer le problème dans la racine. Parce que c'est là qu'il y a un gros problème dans le pays d'Haïti, c'est qu'il n'y a pas vraiment une politique sociale de logement. Ouais, c'est une rare pays dans la région, pas de politique sociale de logement. On a parlé d'un déficit de 1 million de logements au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Nous perdons à peu près 285 000 cailles au moins pendant ces séismes. Donc, ouais, dimension problème là. Et on pas gagné vraiment, il faut que tu aies une solution massive de logement qui t'a permettre que nous ayons accès à ça logement décent. Ouais. Donc, nous, dans une situation, côté que sous 3 millions de gens de Port-au-Prince, la grande majorité à vivre dans des quartiers précaires, à vivre dans des bidonvilles ou bien à vivre dans des camps, des situations qui très souvent de très grande précarité. Et les logements sont bien spéciaux, sont bien stratégiques parce que l'ensemble de droits
ou pas jamais accès à eux si vous pas un logement décent. Logement décent, c'est un passage qui permet tout, par exemple, gagner un ensemble de l'autre droit, notamment par exemple la santé, qui ont jouir de droit à la santé si vous pas un logement plus ou moins qui protège contre les intempéries, etc. Donc, le logement sont bacs extrêmement stratégiques et ils jouent un rôle central dans l'accès de la population à droits fondamentaux. Donc, 5 ans après, Mme Deris, OIM, c'est un partenaire de l'État Haïti dans le cadre de relogement et des sorties en battante. Donc, c'est qui ça bilan nous 5 ans après? Est-ce que nous satisfaits? Bon, 5 ans après, nous pensons que il y a un pile d'efforts qui fait. Bien sûr, ce n'est pas la situation idéale, parce que pour nous, la situation idéale, c'est que pas la aucun camp du tout. Mais si nous regardons de 2010, côté que nous avons environ 1500 camps, que en 2015, nous passons à 105, ça a déjà montré et volonté gouvernement, volonté acteurs pour aider les gens qui sont dans le toujours. Donc, je pense que le bilan peut-être pas idéal, mais il est satisfaisant dans le sens que effectivement à chaque évaluation que nous faisons, nous voyons que gain en diminution continue qui fait, par exemple gain et par exemple cas côté que par exemple et diminution de camp plateau ou que pas de diminution, toujours une diminution de camp, toujours des gens qui graduellement après retourner la caillou. C'est sûr que les gens qui restent kounya c'est les gens qui les plus vulnérables et c'est le monde que nous prenons en compte et justement par rapport avec DTM et par rapport avec collecte de données régulières ça nous gain un registre assez précis de monde ça et effectivement et genre d'informations ça permettre justement orienter quelle que soit l'initiative, quel que soit projet qui t'a voulu aider mon ça ou localiser. Mais c'est qui ça qui problème là au fait? Est-ce que c'est l'agent qui pas gain assez, pas gain volonté, pas gain terrain, pas gain plan? C'est qui ça d'après nous qui problème là? Alors mon petit remarque par rapport à l'intervention qui se fait que cette fête là, c'est que pour nous-mêmes, c'est pas une question d'aide. D'ailleurs, moi-même, j'ai un pile malaise de parler de aide. L'État, par exemple, pour l'aider. L'État, c'est devoir, son obligation pour lui prendre toutes les mesures pour que la population soit capable d'avoir accès à droits fondamentaux. Et le logement décent, c'est un droit fondamental. Okay? Donc ça, c'est un premier bagage. Deuxièmement, nous avons déjà signalé que pas vraiment une politique sociale de logement. Un document qui est sorti en 2013, qui corrige un peu en 2014, qui, pour nous-mêmes, est insuffisant. Okay? Et qui, de toute façon, pas correspond. Nous regardez, par exemple, le budget de l'État haïtien. Vous parlez vraiment que la question de logement sont une priorité. Alors que normalement, on connaît que depuis 2010, il devient un problème central, surtout au niveau de certaines régions du pays. Et deuxième balance, c'est qu'il faut que nous ayons une conception globale, parce que résoudre le problème logement, bon, d'abord, évidemment, il faut résoudre le problème du déficit. On a parlé de 1 million au moins dans la région métropolitaine. Là. Mais il faut être capable de garder tout le contexte global, là, surtout des relations entre Port-au-Prince, entre la région métropolitaine de Port-au-Prince et le reste du pays. Parce que c'est là le problème. Il faut gagner une planification qui permette justement qu'on gagne l'autre vision du territoire, ou l'autre articulation du territoire, là, qui fait qu'aujourd'hui, on gagne à peu près entre 10 et 15 000 personnes qui viennent Port-au-Prince chaque mois. Pour qui ça vient Port-au-Prince? Parce que dans des régions, quand il n'y a pas qu'à satisfaire les besoins fondamentaux, il n'y a pas d'emploi notamment. Donc, il faut que gagner une réflexion globale en termes d'aménagement du territoire et une réflexion globale en termes des relations entre la région métropolitaine et le reste du territoire. Tout autant on n'a pas fait ça, on va toujours avoir un afflux de population vers la région métropolitaine et qui lui-même, ses conséquences d'un ensemble de choix historiques. Parce que pas oublier, depuis 1915, il y a une hyper-centralisation, concentration autour de Port-au-Prince. C'est pas? En plus, les politiques néolibérales des années 80 fait que le minimum de contrôle que l'État a gagné sous question logement, il vient retirer l'école. Okay? Donc, on est dans une situation côté que ces secteurs logement livrés, n'est-ce pas, à la spéculation foncière, à tout type de banditisme, à tout type d'exploitation, de misère monio, ouais, et qui fait que vous gagnez qu'aucune chaîne catastrophe ça en janvier 2010. Parce que c'est justement la nature de centralisation ça, la précarité logement, le fait qu'on n'a pas aucun encadrement qui était vraiment permettre que le logement plus ou moins rapproché des normes standards qui expliquaient et qu'à tombe janvier ça. Et ça qui est plus grave là, c'est que je dis dans une situation qui n'est pas tellement différente de veille qui était gagnée avant la catastrophe 12 janvier. Donc, nous prenons les Kounian vers une saison pluvieuse. Ça s'appelle la 5e saison pluvieuse, famille Sayo, qui en battante là présentement.
c'est pas un mince affaire. Là, nous connaissons qui conditions gagnent dans le pas rien pour avec gens doit vivre. Là, en Delma 33 soit donc il y a un cas qui est vraiment inacceptable. Bon, pas quelqu'un qui est acceptable à vrai dire. Donc, qui ça OIM fait dans l'accompagnement que le bail l'État? Est-ce que les bail est-ce que les seulement là pour aider que les données qui sont disponibles ou c'est comment l'accompagnement? Donc, apport OIM en général est assez vaste. Déjà, nous avons, j'aimerais dire, un DTM qui permet que nous ayons information de façon régulière sur Kanyo. Nous avons un programme retour justement qui visait à aider certaines familles, à aider fermer certains camps et à aider les gens relocalisés dans des habits qui sont acceptables. Nous avons tous des projets qui ont rapport avec la construction de bâtiments, de petits shelters. Et nous tous avons un support que nous avons dans le choléra, que nous te connaissons en octobre 2010, qui était vraiment inquiété tout le monde. Donc, il y a un support que nous avons dans ça. Mais ce qui est très important, c'est que effectivement, la situation est extrêmement difficile, extrêmement précaire. Et pas de gens, moi, peut-être, je m'ai parlé là, c'est pour que, effectivement, qui situation. Mais ça que nous-mêmes nous faisons, et ça qui est important pour nous, c'est que justement, il faut que l'information soit collectée, il faut que l'information soit là. Et à travers des TM, non seulement nous compter combien de monde qui là, combien de camps, combien de tentes, mais nous tout regarder qui service qui est disponible dans le camp. Et nous avons un rapport qui sorti sur ça, justement, qui permet que nous mettre à jour l'information et partenaires qui, que ce soit le gouvernement et que ce soit notre partenaire qui est impliqué dans les affaires latrines, dans les affaires wash, que nous avons une information sur quand qui est vulnérable, sur quand qui a besoin de certaines choses, et nous-mêmes ça orienté et ça orienté intervention, ça orienté projet que vous gagnez. Donc, c'est pas une situation qui est difficile. C'est pas une situation qui est facile du tout. C'est une situation qui est extrêmement difficile. Mais nous-mêmes, nous croyons qu'avec continuation de travail que nous avons fait, de différentes interventions que nous gagnons, mais surtout avec le fait que nous continuons à prendre données, son bagage que nous pensons qui après améliorer. Une bagage qui est importante par rapport avec le programme de retour et de relocalisation que nous faisons. OIM avant tout c'est une organisation humanitaire et solution retour relocalisation ça que nous joignons sont solutions humanitaires à un problème humanitaire. Donc c'est pas nous avons conscience que c'est pas une solution qui pourra porter, c'est pas une solution durable. Nous connaissons que les limites, mais nous connaissons qu'au moins c'est un pas vers une certaine stabilité. Et en tant qu'agence humanitaire, nous connaissons les limites, mais c'est quand même un bagage qui permet à certaines familles juste prendre un petit souffle sauver. Parce que lorsque vous avez une subvention au loyer, que la famille ça recevoir pendant 1 an, donc pendant 1 an, la famille ça a déjà, pendant que l'ina que l'y pas paye, que nous payons pour l'y plus ou moins chercher un gens, prendre un souffle et essayer de refonder la ville, essayer de remettre la ville en place. Ce n'est pas l'idéal. Il y a des cas côté que peut-être un loyer fini, il n'y a pas gain l'autre capacité. Mais ce qui est important, c'est qu'au moins gagnons un support qui baille, même si c'est momentané, mais un support à un problème humanitaire. Un support à le fait que justement, il y a des gens qui sont dans une situation, qui vivent dans une situation extrêmement difficile, qui c'est un problème humanitaire et une solution peut-être à moyen terme, mais peut-être une solution qui baille en attendant que les gens refait la vie. Parce que nous-mêmes, tout dans l'OIM, nous limiter parce que nous t'arrêtons de tout le monde, mais nous connaissons que pas de possibilité pour nous faire toute bagaille. Et peut-être que si, par exemple, programme de localisation jumelé à des programmes de développement, par exemple, des programmes qui permettent de gagner des activités génératrices de revenus, à ce moment-là, peut-être un meilleur impact de programme de localisation et mon a justement pas jamais retourner dans le camp encore. Mais effectivement, c'est on va que nous continuer à travailler, nous continuer à supporter le gouvernement. Il y a un pile d'efforts qui fait du côté du gouvernement, du côté de notre organisation pour justement aider et mettre en place des programmes de développement, des programmes qui permettent de nous vraiment leur quitter quand ils pas jamais penser à option de camp contre parce que vulnérabilité a réduit. Bien sûr. Donc ça c'est un pas.
c'est son bras que nous baillons l'État. Reste à imaginer que c'est l'État qui a fait le professeur Chalmers. Mais nous allons regarder comment la situation est dans le camp. Je vais tourner la parole. Mais juste avant, nous allons regarder une illustration de situation. Comment elle est dans le Canaran, qu'on a évoqué tout à l'heure. Comment elle est dans divers autres bidonvilles, dans divers autres camps qui toujours existé 5 ans après le séisme. C'est un reportage spécial qui signait Ludmilla Amok et Fézier Mathieu. Le processus de relogement des occupants des camps de fortune existant encore 5 ans après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 n'a pas donné les résultats attendus de l'avis de certains observateurs. Les institutions nationales et internationales impliquées, telles que l'UCLBP et l'OIM, sont sévèrement critiquées car 60 mois après la catastrophe, les camps improvisés prennent racine et comptent environ 80 000 occupants. Ici à Delma 33, les gens vivent toujours dans des conditions infrahumaines. Piles d'immondices, eau boueuse et nauséabonde étant abîmées. Le décor traduit la vulnérabilité alarmante des occupants du camp. Une situation qui ne diffère pas de celle de Canaran. Ce vaste espace considéré de nos jours comme un refuge privilégié d'anciens habitants de camps d'hébergement improvisés après le séisme dans la capitale haïtienne. Située dans la commune de la Croix-des-Bouquets, cette zone anarchiquement occupée ne cesse d'accueillir des migrants internes, trop contents de se procurer une parcelle à bas prix. Canaran est une conséquence immédiate du 12 janvier 2010. Ses premiers occupants ont investi les lieux à partir de février-mars 2010. 5 années après, ils gardent l'espoir d'un Canaran moderne et développé. Pour les sociologues, c'est un bidonville de plus, et pas des moindres en pleine extension dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Certains riverains déplorent que 5 ans après le séisme, l'État haïtien n'a jusqu'à présent fait montre d'aucune volonté pour changer les conditions de vie dans la région. Cité pour route, premièrement. En deuxièmement, nous avons besoin d'un courant. À Canaran, chacun développe son propre rapport avec l'environnement. Même démarche pour les loisirs, puisque les infrastructures irrelatives n'existent pas. Mais de tout cela, la disponibilité de l'eau courante demeure l'une des plus difficultés pour les ménages. D'ailleurs, pour certains riverains, l'accès quasiment inexistant à l'eau potable constitue le problème numéro 1 à Canaran. Le problème de l'eau, nous gagnons. Côté de l'eau, c'est juste en bas, nous pas qu'à l'eau, nous pas qu'à monter avec. C'est de l'eau à des fois. Il y a des gens qui ont un bassin, qui ont un réservoir à la caillou, machine qu'on finit. Pour nous, tout qu'on finit ensemble. Des fois, nous avons cherché, nous pas qu'à jouer, nous en souffrance. Contrairement à l'image projetée vers l'extérieur, la situation à Canaran n'est pas chaotique. En l'absence des autorités étatiques, les occupants s'organisent avec les moyens du bord pour gérer le site. Autoconstruction, délimitation des parcelles, petits commerces et initiatives de groupes ou personnels pour garantir un minimum de services de base. Par exemple, les habitants de Canaran n'ont pas attendu les services de l'EDH. Pour avoir accès à l'électricité, certaines familles réunissent leur économie pour se procurer un transformateur. Des moyens insuffisants que les riverains demandent aux autorités compétentes de compléter. Mais ça qui manque, un pile jeune, un pile monde dans la zone a fait effort pour essayer de rentrer dans la zone. Bon, il y a quelqu'un qui arrive dans la route là, mais il ne peut pas arriver plus loin parce que pour être pacifique. Et nous avons demandé, ensemble avec l'autorité, aussi capable de porter main collée avec nous, faire nous joindre de l'eau, faire nous joindre courant. Bon, ça nous dans Canaran pour l'autorité de venir tant qu'au moment des routes, courant, c'est nous-mêmes qui avons fait toute l'intelligence, nous avons mis l'intelligence pour nous rentrer courant dans la zone. Maintenant, pour l'autorité autour, ça a aidé nous, tant qu'au IDH qui va passer dans la zone, malgré que c'est l'État. Il va jamais présenter dans la zone, c'est nous-mêmes qui avons fait tout moyen pour rentrer courant, mais pour une nouvelle route, nous connaissons des travaux publics, ça ne va pas passer dans la zone du tout. Le gouvernement travaille actuellement sur un projet d'urbanisation pour Canaran. Un plan de modernisation qui suscite déjà la panique dans le vaste bidonville car elle fait redouter des expulsions forcées. Mais si vous avez une level, quand même, il faut que tu aies un chita à parler avec nous, pour que tu connaisses qui ça a fait, et nous-mêmes, parce que il y a des gens qui prennent, il y a des gens qui achetent ou acheter. L'État, ça n'a pas rien à faire. Vivre là pendant 4 ans, c'est Préval qui te nous droit utilité publique venir sous terre. Bah quoi est capable de courage assez pour dire nous évacuer zone. En attendant, Canaran continue d'attirer les regards inquiets et méprisants des passants.
Livré à lui-même, ce bout de terre attire de plus en plus de familles, peut-être en quête de lait et de miel. Merci un peu, Ludmilla Marc, à Kéfézé Mathieu. Nous donnons pour deuxième partie émission ça, côté nous allons continuer à parler sur le logement 5 ans après le tremblement de terre. Nous avons un reportage en comment conditions malouques dans le camp qui était improvisé après le séisme du 12 janvier 2010. 5 ans après, nous sommes toujours à vivre dans des conditions nous pas supposé vivre. Moi, j'ai annoncé dans le commencement de l'édition ça. Nous avons nous dans la deuxième partie. Camille Chalmers, directeur exécutif PAPDA, qui est un économiste, qui a toujours été sous plateau. Et puis avec lui, Clément Bélizière, qui a conduit le projet de relogement, qui est un projet de relogement en division relogement et réhabilitation quartier, qui est dans UCLBP, projet 16 qui passe de présentation. Bonsoir, bonjour Clément Bélizière. Bonsoir Michela, bonsoir M. Chalmers. Donc, moi, je dis, nous avons comment conditions dans le camp qui toujours existait. Nous avons entendu tout à l'heure avec Mme Deris, qui était représentante IEM avec M. Chalmers, sous dernier chiffre, environ 80 000 personnes qui vivent dans le camp. Mais M. Chalmers a ajouté 200 000 personnes qui ont estimé qui sont dans le Canaan, qui fait autour de 280 000 personnes qui sont là toujours dans le camp 5 ans après le séisme. Pour le gouvernement, pour l'État, Canaan, pas un camp. Est-ce que c'est ça, M. Bélizier? Canaan, pas un camp. Canaan, c'est une ville qui est en devenir. C'est comme ça Noël, et c'est comme ça nous pourrons aborder le problème Canaan. Si Canaan, quand je dis, mais il faut commencer à envisager pour nous déplacer tout le monde là-dedans. Donc ça veut dire que si le plan Cap Vigno, c'est plan pour régulariser la situation foncière, pour venir avec politique nationale de logement de l'UCLBP sorti, donc ça veut dire que nous ne pouvons pas considérer comme camp. Si nous voulons considérer comme camp pour besoin et bon par rapport à la compréhension, pas nous pas de problème, mais nous-mêmes en tant que monde qui est responsable pour adresser questions déplacer post-séisme, Canaan pas un camp. D'ailleurs Canaan pas de tente. Donc Canaan c'est. Ça veut dire que si nous avons déplacé, si nous avons relogé mon Canaan, nous avons obligé de dédommager autour. Donc imaginons qui coopération ça bien, il y a des erreurs qui fait. Au fait, le projet Canaan en soi, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est une idée qui est mal exécutée. Et moi-même, ça que m'apprends de toute carrière, moi, parce que quand même, moi, j'ai une carrière très longue dans les activités commerciales, le mass marketing. Donc, il y a une séquence, il y a un chemin critique pour suivre, pour arriver dans le projet. Donc, Jean dépassé, annoncé avant, tes grands plans. Donc, tout élément peut-être là, mais il n'a pas exécuté la chronologie. La chronologie, il a exécuté lui-même qui crée une catastrophe là. Je veux dire, si ça fait fort ou gagner, ou certaines un street smart ou une intelligence de rue, pour capable passer quand même une population qui est en difficulté. Et qui a la recherche de solutions. Ou une crise de logement avant le tremblement de terre là, qui vient greffer à. Qui crée non seulement par une croissance démographique extrême, ou bien un exode rural, côté que pas d'opportunité en dehors. C'est toute bagaille, c'est pour ça de donc toute bagaille ça a été créé une crise de logement déjà, et pour venir greffer sous lui toute catastrophe, désastre, qui gagne le 12 janvier 2010. Donc le problème là, est très complexe. Et moi-même, nous-mêmes dans la division par nous, il y a des outils que nous travaillons avec un pile. Nous consulter en pile et nous discret en pile. Ouais que par exemple projet 16 c'est un projet pilote nous t'ai fait pour nous dire ouais qui nous va adresser relocalisation famille ça. Mais de premier interview par exemple jusqu'à aujourd'hui ou pas jamais entendu moi même moi citer non camp. Soit fait historique donc bon certaine discrétion. Nous voulons traiter Mounio avec respect, nous voulons reloger Mounio dans des conditions dignes, mais quand même, il ne faut pas oublier tout. Haïti, c'est un pays qui a pile bruit. Il y a qui gens, bruit ça, c'est des bruits qu'on a fait pour raison personnelle, mais je dis à la moun, si je dis à la,
Parce que l'expérience a prouvé et nous avons études pour prouver. Les gens qui ont logé, un an après, plus que 90% étaient dans la solution locative. Si on tire avec qui bon marché, il y a un crédit même là. Donc ça veut dire que, et études de DAP de l'IA dit ça, que mon sécurité besoin push pour première année. Donc, si vous avez des gens qui, parce qu'il ne faut pas oublier tout, pile départ volontaire, nous partons de 1 500 000. Là, nous-mêmes, nous commençons à opérationnaliser, nous dégageons à 650 000. 1 500 000 et 650 000, là, il y a un pile départ volontaire, il y a 2-3 initiatives qui étaient prises par le magistrat Jason et puis 10 parents, qui fait partie de comme si de équipes pensantes qui étaient venues avec le projet CSI. Donc, si après un an au pays pour ou capable payer, donc si on était là toujours dans condition indigne ça veut dire que les gens qui étaient fait partie des plus vulnérables. Bien entendu, il y a des plus intelligents tout. Okay. Ça nous allons parler de ça après. OK. Bon, donc moi justement donc M. Bélizier dans UCNPP qui sont entités dans l'État qui dépendent de primature, si ils concevoir que Canaan c'est en vilain devenir et pas encore. Donc, comment adresser le problème, M. Chalmers? Bon, pour moi, je dis c'est que il est clair que 1 500 000 personnes qui étaient dans la rue, c'est produit d'un ensemble de facteurs structurels et historiques depuis le début du XXe siècle. C'est son premier bail. Deuxième bail, c'est que effectivement, c'est une fait dans le cas d'une crise, notamment crise d'habitat, crise grave d'habitat. Côté que une étude qui était déjà identifiée 1 million de déficits en termes de logement. Oui. Okay? Oui. Donc pour nous-mêmes, réponse qui baille, que ce soit réponse qui baille par les agences internationales, l'aide publique au développement, que ce soit des réponses qui baillent par le gouvernement haïtien, pour nous, c'est des réponses absolument insuffisantes et qui ne peuvent pas vraiment permettre de nous déboucher sur des solutions durables. Point là, c'est qu'effectivement, même j'en signale là, sur 1 500 000 personnes qui étaient dans le camp, il y a 1 100 000 qui sont des retours spontanés. Ça veut dire des gens qui décident de quitter le camp. Parce que le gouvernement très souvent dit c'est lui-même qui est... 900 000. Donc, 1 100 000 d'après les chiffres de l'Amnesty International. Contre 200 000 en balance. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, ça veut dire 1 100 000 qui sortent dans le camp pour compte. Okay? Donc, donc, ça veut dire que réduction pas due à l'action gouvernementale. Toute réduction que nos démographiques là pas dû à l'action gouvernementale. C'est le premier bagage. Deuxièmement... Donc, pas arrêter nous en pile là, dans 1,5 million. 1,5 million. On était 280 000. OK. Ouais. Maintenant... Dans 1,5 million, ça veut dire si il y a 900 000 qui décident d'aller sortir dans le camp de propre gré. Non, nous-mêmes nous joignons 650 000 personnes, nous commençons. En septembre de 2011, et toute statistique là, pour prouver, nous avons 650 000. Donc, je dis un retour de 80 000. 80 000. Bon, pour moi, c'est 250 000. Ça a été toujours clair, même dans le document d'origine, document nous avons fait pour nous faire fundraising et FRH, Fonds de construction d'Haïti, c'était 650 000 personnes qui étaient gagnés dans le camp dans l'époque. Donc, ça, c'est 100 canards. Oui. Non, canards. Pour moi, canards sont camp. Parce que pour qu'ils soient son camp, d'abord, il y a un problème qui cause les canards, c'est Corail Cesles. Okay? C'est le projet Corail Cesles qui avait été présenté comme un bijou, un paquet de mobilisation, etc., président déplacé, tout le bagage. Et en fait, Corail Cesles causait canard. Il a couché. Okay? Il a couché canard. Et canard, c'est un camp de déplacés que lié. C'est des gens qui sont déplacés par le séisme. Okay, qui viennent installer, c'est vrai qu'il y a plus de construction dure que dans le Canada, mais pour moi, c'est tout à fait entré dans le concept de camp de déplacés. Ouais. Et justement, ça qui est grave, c'est que l'intervention qui fait, pendant le premier moment, il a été priorisé, ça relève abri provisoire. Okay? Ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers d'abris provisoires qui construisent et qui très souvent construisent avec des matériaux inadéquats, 9 mètres carrés par famille, etc. Que nous mettons fin à lui-même aussitôt que nous entrons en fonction. Et en fait, les camps, dans le premier temps, quand ils ont bénéficié d'un pile appui externe, appui réduit de façon dramatique, qui fait que je veux dire, les gens qui sont dans le camp, très souvent, sont dans une situation plus précaire que j'ai été en 2010-2011. Parce que les services sont en eau potable, la climatisation, donc, on peut admettre, nous d'accord sur lui, c'est le fait que reste monde qui était là, c'est vraiment les plus vulnérables. Ah oui, ça nous claire sur ça. Alors maintenant, la question de quelle est la solution. La première solution, c'est qu'il faut gagner une politique globale de
logement social, ok, parce que une masse de population qui n'a pas de cob pour être capable de construire caille, ok, donc il faut que l'État baille des moyens pour être capable vraiment vivre dans des logements décents, même si on paye sur 10 ans, 20 ans, 25 ans, même ça fait dans tout pays. Article 22 de la Constitution. Ou pas vraiment gagner un programme en Haïti qui répond à la question ça. Programme, c'est des programmes parcellaires, par exemple, programme Monde Cabrit, 1200 maisons, 1200 habitations, etc. L'Human Casimir. Donc, pour moi, ce n'est pas des réponses qui vraiment ont une dimension problème. Et là où il y a des gens qui vivent dans le camp, ou bien qui vivent dans des quartiers précaires de façon extrêmement, avec grande précarité, c'est non seulement du point de vue humain, c'est inacceptable pour les familles qui l'ont, mais la société en pays courant. Parce que il voulait dire que, par exemple, si on n'a pas qu'à poursuivre l'étude, il voulait dire que une série de violences qu'il a subies, etc. Donc ça veut dire que la société n'a pas qu'à permettre de vivre en situation comme ça. Il faut un programme social de logement, ok, qui adresse ces problèmes dans la dimension démographique liée à la jodie. Bien sûr, il faut aussi adresser le problème de Port-au-Prince. Okay? D'abord, on connaît qu'on hyper concentration, 20%, 80% de la population vit sur 20% de territoire. Là, donc, un problème tout de redéploiement qui est fait, etc. Il y a plusieurs propositions qui sont faites. Et on a habité une proposition de 5 centres urbains avec même niveau, etc. Donc, il faut que nous ayons vision ça. Ouais? Il faut que c'est à l'intérieur de cette vision que les programmes de relocalisation, les programmes de relogement doivent s'inscrire. Parce que l'impression qu'on gagne, c'est que c'est des programmes pompiers, très souvent. C'est des programmes de court terme. Et je dis, il y a plusieurs évaluations qui sont faites, notamment de la question des CL6, qui montraient que $500 américains, très souvent, pas de permettre que Mounio gagne des logements décents. Donc, M. Belisaire. Il y a entré dans des situations très souvent, pas oublier que tu fais une enquête. Tu as à peu près 390 000 cas, côté tu es classé jaune, rouge, vert, on se ça. OK? Donc, il y a pile de monde qui est relogé, qui pas vraiment relogé dans une situation sécuritaire. Parce que pas de moyens pour être capable de faire des réparations structurelles dans les cas qui étaient endommagés. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande partie de la population qui continue à vivre dans des situations d'insécurité, qui est exposée à des risques. Et n'importe qui est encore capable de gagner un solde extrêmement élevé en termes de perte de vies humaines. OK? Donc, le problème, c'est que c'est des solutions, par exemple, que ce soit solutions que la dite communauté internationale a fait, que ce soit les solutions du gouvernement, c'est des solutions partielles et c'est des solutions qui peuvent vraiment permettre que nous entrions dans un schéma de réponse durable à la question, qui permettent qu'effectivement, nous gagnions 1 million de monde qui jouent une possibilité pour entrer dans des logements décents et à partir de ça, qui est capable de satisfaire besoins et intérêts fondamentaux. Donc, si vous regardez par exemple le budget de l'État haïtien, regardez le budget de l'État haïtien, pas de priorité pour question logement. Si vous regardez, non seulement il y a des problèmes institutionnels par rapport au ministère des Affaires sociales, au PPLS, au UCLBP, il y a un paquet de questions à poser par rapport à quelle articulation institutionnelle qui fait ça, qui est capable de répondre à la question, son baril qui est essentiel. Et il faut que, effectivement, par exemple, de dimension problème, non, il faudrait que le logement soit effectivement une des priorités du gouvernement et pour refléter au niveau des investissements publics qu'il fait. Très bien. Et m'a répondu, M. Chalmers, pour me dire que, premièrement, sur la question de $500 pour reloger famille, dire que c'est insuffisant, c'est faux. Ce n'est pas des montants qui sortent dans la tête, nous. C'est des montants génériques, c'est des montants que nous joignons par rapport à qui s'acte en cours sous le marché. Et qui te prend en compte besoin Mounio? Oui, qui te prend en compte besoin et capacité Mounio pour repayer tout. Okay. Si je paye un loyer $1,500 américains pour me sous pas repayer, mais qui ça me fait là, me la là, oui. Donc, c'est une solution qui est réaliste. Et Koulien là, soit je me dit dans le début, intervention, que il y a un qui est important. Est-ce qu'on combien de cob et abri provisoire t'écouter à l'unité? Est-ce que m'a privé sur ça tout? D'ailleurs, pour me capable rejoindre nous, quand nous entrons en fonction, nous faisons meilleure affaire à abri provisoire. Mais il est trop avancé. Ok. Donc, non, mais c'est comparaison en termes de coût. On connaît. Donc, Koulien là, son jeune dame, il faut gagner intelligence de il faut gagner street smart là. Donc, qui ça nous fait nous ajouter dans la formule là? Nous mettons un item qui est l'équipe de change. Donc, le famille, il y a une localisé famille, il dit, allez chercher car parce que nous ne pouvons pas chercher car pour vous. So, qu'on est ici. Seul barrage nous allons vérifier l'ordre, jeune cas nous allons vérifier est-ce qu'on toilette, est-ce que vraiment un minimum qu'on est capable de vivre. Et nous pour pas de spéculation parce que comme nous devons le faire, tout ONG qui était impliqué dans le projet,
pour faire même méthodologie. Donc nous disons, négocier ou gain $500 maximum, qui à l'époque de 20 000 gouttes. Négocier sous jeune à 15 000 gouttes, 5 000 gouttes là pour et bien la moto des graphes, qu'on dit que pas une seule fois nous arriver à $500. Donc c'est faux. La théorie c'est une chose, la pratique c'est une autre chose. Et... Alors ça me dit très pratique parce que c'est basé sur des enquêtes qui faites côté moun yo déclaré que $500 américains pas permettre ça c'est enquête même pas réparer des cas qui étaient endommagés et ils dit qu'après un an il y a des problèmes pour monsieur Chalmers qui te parler qui t'aime parler d'accord enquête nous connaît encore une fois street smart dépendamment moun yo même moun là ou poser une question ou blanc poser une question deux réponses différentes nous connaît qui yes n'a boulé nous connaît population nous connaît moun yo marron moun yo a font paquet de bail même pas parler de enquête m'a parler de bagaille qui fait dans le concret. Ça veut dire que nous t'ai fait des enquêtes là-bas $500, malgré enquête là-bas $500, nous mettons bémol pour nous protéger tête nous parce que moi-même soyez nous dans le monde des affaires, moi j'étais persuadé. Si nous pas faire ça, par et famille négocier loi avec elle, garantit ta bonne spéculation et ou son économiste ou compte bien ça m'a dit là. Ou pas besoin de ken cas $500. Donc c'est des bagages pratiques. Ou même monde économique qu'on a dans c'est un monde qui a pile abstraction là-dedans. Pile abstraction, monde génieux, il y a des abstractions que et c'est ça challenge toujours, c'est sortir de l'abstraction pour tomber dans le concret. Un bagage important comme tu l'as dit, avant que l'émission finisse, c'est l'aspect culturel. Okay. Parce que le logement, c'est pas, il traduit une manière de vivre. Il traduit une vision de relations qui gagnent dans la famille, des relations intergénérationnelles. Il traduit une vision de relations avec l'environnement. OK? Et dans le modèle de construction que nous avons fait, il est extrêmement important que nous fassions par rapport à la culture paysanne. Et nous-mêmes vaincre une série de problèmes culturels. Je m'explique. Non, l'homme dit culture paysanne. Non, quand je parle de la culture ça, il a passé l'après. Quand je parle de la culture paysanne, continuer, il a passé l'après. Parce que Charles Messon est gratuit, la première fois que je suis dans son panel. Je vais un bon exemple. Pour mener les services by moun, tout le monde dit TEPAM, c'est le logement collectif. Oui, c'est clair. Mais pour mettre ça, ici, on a dit non, je ne vais pas Charles Messon tout le temps, je ne vais pas Kékéré, pendant ce temps, même moun ça, le parti d'Allemagne, un balle, on reste à fumer joint, matin, midi, soir, un l'aile, on latino qui joue musique non-stop, à droite, on c'est des Indiens qui jouent, qui cuit avec des épices qui sont si bons, à droite, là, on c'est des blancs redneck, et puis moun là vivent très bien. Mais ça rationnel là, il fait le deux, il ne pas faire la cali. Débat n'est pas comprendre ça m'a parlé là. M'a parlé de culture constructive tout. M'a parlé seulement de genre de vie, m'a parlé de culture constructive. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. Dans mon expérience que fait avec Jacques Mellon par exemple, OK? Nous fait plusieurs mois avant que nous intervenions. Côté que nous avons étudié culture constructive mounio et nous rendons compte des bails surprenants que dans la culture vernaculaire paysanne, il y a un ensemble de bails extrêmement important comme réponse anticipée à des bails cyclones. Ça veut dire que on sait de connaissances et de savoir que nous gagnons qui très souvent ils pas connaît pour qui ça que fait comme ça mais qui la même temps des réponses extrêmement intéressantes. L'homme a raison mais l'orgueil me baoule. Pour l'histoire. Donc c'est ça pour bonus, c'est qu'au prochaine fois Télésignal a fait le plaisir pour recevoir nous moi même. Et l'autre bail très important que je parle du tout c'est les expulsions forcées. Les expulsions forcées. Non, nous-mêmes, nous ne pas faire expulsion forcée. Nous ne pas faire expulsion forcée. Et nous-mêmes, nous façon pour nous prioriser. Alors, mon droit de l'homme voulait que me font un chapitre qui est quand Harris d'expulsion forcée. Ouais, si je fais ça, tout quand soutien privé, tu n'as pas Harris. Actuellement, il y a 60 000 personnes qui disent. Parce que, je dis, mais comme nous, on a une petite pression pour nous capables de faire, non. Mais tout ça que tu as Harris l'année dernière, tout fait, je dis, pour la gouverne. Et pour l'histoire. Oui. Donc, voilà. Alors, moi, je pense que le logement fait partie de l'ensemble de l'autre bagaille. Il faut l'intégrer dans les politiques globales. Il faut que nous fassions notre émission. On fait notre émission d'une heure de temps pour mettre ça. Il faut par exemple, pour nous parler de politique nationale de logement. Pour parler de l'autre bagaille. Et qui est tout aussi intéressant que l'autre. Voilà, donc pour nous-mêmes, nous profiter de l'émission. En tout cas, nous-mêmes, nous travaillons. Il y a pas de paquet de là où il y a sans bruit, sans compte,
de moins en moins. C'est seul ça me capable de dire. Et un monde qui dit c'est pas vrai, c'est menti ou ba tête. Ça fait clair sur lui. Nous prenons ça en main, nous prenons tout à l'encontre. Est-ce que le fini non beaucoup fini, mais nous presque fini et la marché. Donc c'est seul bagage me développer. Fait point ça. On n'est pas d'accord. On est là ouais c'est comme si nous avons victoire, ou équipe gouvernement, même si technicien mais pas un bagage comme ça. Non, mais avec les tremblements de terre a frappé. Expulsion force. Il pas trier monde pour le défendre parce que moi un paquet de thèmes qui retourne les dessins en pétion rose noir vert. Non, pas de ça n'a pas parlé. Non, on connaît mais pas parler de. Me tout dit parce que expulsion force c'est fait dans centre ville là. OK, qui non, pas respecté. Pas quand on va parler d'expropriation. Non, pas non. Non, mais c'est pas de politique de logement. Non, c'est pas de politique de logement global, faut pas parler de ça. Le SUCLBP, par exemple, définit un cadre pour des administrations publiques. Il faut une vision globale de violence, ce n'est pas le cas. Parce que pas une vision globale de Port-au-Prince. Pas une vision globale du nouveau Port-au-Prince. Vous m'avez parlé avec Charles, parce que je suis depuis longtemps. Pas de problème, nous avons fait un pile temps pour nous faire ça. Donc, amis téléspectateurs, ouais, j'ai que débat intéressant et que j'ai du mal à mettre en terme dans le numéro ça, en série d'émissions qui consacrée à 5 ans séisme sur Télésignal. Merci en pile pour attention. N'a tout à l'heure dans la journée encore.